Si vous pouviez prévoir un crime avant qu'il ne se produise, que vous connaissiez le coupable, l'heure et l'endroit, que feriez-vous? Prévenir la police? La victime? Oui, pas sûr qu'on vous écoute. Car de toute la technologie fantasmée de Minority Report, on peut sans aucun doute regretter les aéroglisseurs, les arts espions, les machines à décrypter les rêves. Cela dit, les lanceurs d'alerte, ça existe déjà. You have a choice. Walk away. Don't now. We can't. We have to find out what happened. Anne Lively, but I never said she drowned. Minority Report est un film de Steven Spielberg sorti en 2002, qui n'est autre que l'adaptation d'une nouvelle de 1956, écrite par le grand, le seul et l'unique Philip K. Dick. Et comme il est dit sur l'affiche du film, le futur vous rattrape. Et en effet, il est déjà venu le temps où l'homme peut s'apercevoir que son téléphone ne se repose jamais vraiment, afin de décrypter son environnement pour déterminer quelle publicité serait à même de capter son attention. Où les caméras de surveillance semblent davantage protéger les coupables que les victimes, où le gouvernement use de procédés toujours plus douteux pour déterminer qui est susceptible d'être dangereux et qui ne l'est pas. Voilà une œuvre d'anticipation qui a bien mérité son statut de film culte. Car toi, derrière ton écran, peut-être qu'un jour tu seras aussi fiché S alors que tu es persuadé d'être innocent. Ce jour-là, tu pourras toi aussi le dire, tout le monde fuit. Comme vous avez pu l'apercevoir, Minority Report est un film à grand spectacle, visuellement sublime et d'une mise en scène quasi parfaite. Et malgré le fait que cette émission a pour but de s'attarder sur une seule scène bien précise, il y aurait tout de même des milliards de choses à dire sur un tel film, qui, en dehors des rapprochements que l'on peut faire avec l'actualité du monde ou du roman de K. Dick, se place dans la droite lignée de ses œuvres dystopiques, sombres et pessimistes. Du meilleur des mondes de Aldous Huxley au très célèbre 1984 de George Orwell. Et sans même parler de régime totalitaire, de politique sécuritaire et liberticide, Minority Report nous parle avant tout de la précognition dans la science-fiction, sujet ô combien abordé dans le cinéma américain. Des pouvoirs télépathiques des X-Men jusqu'aux Jedi de Star Wars, en passant par le fils du duc Paul Atreides, devenu l'égal d'un dieu, compense sa cécité par un don de précognition dans le cycle Dune de Frank Herbert. Plus simplement, ces êtres de lumière à la conscience élargie, capables de voir l'avenir et de pouvoir agir sur son déroulement. Minority Report nous montre comment se réutiliser leurs dons entre de mauvaises mains. De tout ça, Spielberg nous a livré un film noir et intimiste qui traite des aspects fondamentaux de nos libertés. Est-on réellement coupable d'un crime que l'on n'a pas encore commis? Cette manière d'interroger le libre arbitre de l'individu dans la société n'est pas sans rappeler le Orange Mécanique d'Anthony Burgess, adapté par Kubrick en 72, dont Spielberg rend hommage à plusieurs reprises dans son film. Les clins d'œil que fait Minority Report à l'œuvre de Stanley Kubrick en général pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo entière, mais bref. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ce film, qui est, je pense qu'on peut le dire, un des meilleurs de la carrière de Spielberg, ce qui n'est pas peu dire. Bah franchement, pas grand chose. Si bien sûr on met de côté le relou de service qu'on se tape dans tous les commentaires YouTube de la Terre qui va te relever toutes les incohérences scientifiques des œuvres de SF. Non mais franchement ça tient pas debout ce film. Si Bruce Willis se suicide lorsqu'il est jeune, comment pourrait-il devenir vieux et se retrouver jeune dans le passé, puisque de toute façon le voyage dans le temps ne peut pas changer le futur, sauf que si tu remontes dans le... Bon, je vais pas revenir encore sur le concept de suspension consentie de l'incrédulité que vous connaissez probablement tous, mais c'est une sorte de contrat que l'on passe avec Spielberg devant presque tous ses films, non? Personne n'est encore assez rabat-joie pour énumérer toutes les aberrations scientifiques de Jurassic Park, par exemple. Lorsqu'un film est aussi bon, aussi généreux et aussi maîtrisé, on passe facilement sur ce genre de détails. Détails qui d'ailleurs ne semblent pas avoir échappé à Spielberg lui-même, puisque lorsqu'un de ses films fait l'objet d'un paradoxe, il n'hésite pas à en faire état dans son film. I'm sure you all understand the legalistic drawback to pre-crime methodology. Here we go again. Look, I'm not with the ACLU on this, Jeff. But let's not kid ourselves. We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The commission of the crime itself is absolute metaphysics. The precongs see the future, and they're never wrong. But it's not the future if you stop it. Isn't that a fundamental paradox? Yes, it is. You're talking about predetermination, which happens all the time. Why'd you catch that?
because it was gonna fall. You're certain? Yeah. But it didn't fall. You caught it. Oh, mais quelle pirouette! Outre le fait que ça ne répond à absolument aucune question, c'est peut-être ça que l'on peut reprocher parfois à Spielberg. Au lieu d'assumer à fond son délire, il préfère toujours se justifier pour tenter de rendre crédible une situation qui ne l'est pas. Mais enfin, là je commence à avoir mal à la tête, hein, donc on va vite changer de sujet. Et sinon, pour en finir avec les défauts, si on a vraiment envie de pinailler, on peut peut-être parler de la performance de Samantha Morton, qui a légèrement tendance à en faire des caisses. Qui c'est qui a pas pris son goûter? Ah bah si, au rayon des reproches, on peut évidemment citer ce fameux happy end façon petite maison dans la prairie, qui est, je l'avoue aussi, totalement dispensable et qui a dû faire grincer des dents tous les inconditionnels du bouquin, mais pas seulement. De toute façon, on n'aura jamais fini de reprocher à Spielberg son optimisme béat, surtout lorsqu'il est opposé au nihilisme presque prophétique d'un auteur comme Kadik. Mais bon, comme tout le monde, j'imagine qu'on vous a tous appris à dire que le livre est quand même vachement mieux parce qu'on est des gens très cultivés. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de mise en scène, hein, vous commencez à me connaître. Et là, je sais pas par où commencer. Déjà, on peut évoquer ne serait-ce que l'esthétique de ce film qui, du haut de mes 12 ans à l'époque, m'avait littéralement mis sur le cul. Les couleurs, les écrans, le design des accessoires, des vaisseaux, franchement, mais rien que ce plan, putain, mais comme c'est classe. Oui, parce qu'on entend souvent que l'on est bien obligé d'attaquer les Américains sur le fond plutôt que sur la forme, puisqu'ils ont naturellement une longueur d'avance dans ce domaine. Bon, en gros, il est inutile de préciser qu'un blockbuster américain est visuellement beau, tout le monde le sait déjà. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça justement, surtout lorsqu'il s'agit de science-fiction. Perso, je suis souvent obligé de me frotter les yeux devant tous ces hologrammes saturés de couleurs hideuses et ces voitures volantes aux formes lisses qui ressemblent plus à des rasoirs électriques. Dans Minority Report, tout est beau, d'une élégance rare. L'interface des écrans par exemple. Bah oui, mais moi c'est le genre de choses auxquelles je fais attention, vous voyez. Tous ces éléments graphiques en transparence blanche qui virevoltent et se superposent sur ces plaques de verre, c'est magnifique. Même si c'est illisible, ça reste sobre et ça nous plonge dans un univers crédible. Chapeau l'artiste. Ces contrastes très marqués, cette couleur pourpre qui vient de temps à autre s'opposer à ces couleurs froides tout au long du film. Regardez ce plan. Vous en voyez souvent des films aussi beaux? Non, mais c'est une question rhétorique. Enlève les doigts de ton clavier. La collaboration entre Spielberg et le chef opérateur Janusz Kaminski, de la fin des années 90 à aujourd'hui, a grandement participé à rendre ces films cultes, tant leur esthétique se démarque du reste des autres productions. Même si à l'époque, le mec avait quand même tendance à s'énerver sur les reflets lumineux. Mais franchement, regardez ça. Là, clairement, il y a une soucoupe volante dans le jardin. À côté de ça, j'avais adoré ces scènes d'action caractérisées par ces reflets verticaux que j'avais déjà remarqué dans Le Soldat Ryan. Le genre de détail qui a marqué au fer rouge ce film dans mon esprit. Le secret bien sûr avec ce genre d'effet de style, c'est de ne pas en abuser. N'est-ce pas ? Je ne vais pas m'étendre encore sur le sujet, parce que bon, dire d'un film de Spielberg qu'il est visuellement réussi, je pense que c'est assez convenu, mais je ne pouvais pas réduire cette vidéo qu'à une seule scène, c'est impossible. Comme je ne pouvais pas passer sous silence la séquence où Tom Cruise rentre chez lui par exemple. L'intérieur de la voiture qui vient fusionner avec le salon, et ben ça c'est de la SF, tu vois. I'm home. Overhead. Et ce paquet de céréales, il est pas génial ce paquet de céréales? Franchement, on s'y croit là, non? Je veux dire, c'est ça. L'homme moderne est constamment harcelé par ces saloperies d'animation publicitaire qui pop-up de partout, que l'on n'arrive jamais à éteindre et qu'on finit par balancer à travers la pièce. Si l'univers de Minority Report paraît aussi authentique, c'est aussi parce que Spielberg est un immense technicien. Et que donc, il n'utilise le numérique que lorsque c'est réellement nécessaire. Le genre de cinéaste qui ne plante pas ses acteurs sur des fonds verts en se disant qu'on fera le reste en post-prod. N'est-ce pas? Ouais, enfin, dire de Spielberg qu'il ne se repose pas entièrement sur le numérique, c'est plus vraiment d'actualité, mais trêve de divergence. On va attaquer maintenant la scène de ce film dont je voulais vous parler. Je vous rassure, il n'y aura pas de spoiler à proprement parler dans cette séquence, même si j'ose espérer que tout le monde a vu Minority Report, hein, quand même, faut pas déconner.
Il s'agit de la scène de confrontation dans l'ascenseur, où Tom Cruise, alias John Anderton, va pour la dernière fois échanger quelques mots avec ce qui est à ce moment-là du film, le principal antagoniste, Colin Farrell, alias Danny Whitworth. Bon, pour bien saisir la teneur de cette scène, je vais être obligé de resituer le contexte pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié. Dans Minority Report, on arrête les crimes avant qu'ils ne se produisent, ça vous le savez déjà. Mais alors que John Anderton est bien trop occupé à faire régner la paix et la justice dans la capitale, Colin Farrell, donc Danny Whitworth, lui, est envoyé par le ministre de la Justice pour enquêter sur pré-crime. En gros, il a tout pouvoir pour mettre son nez partout, histoire de trouver une faille dans le système, mandat à l'appui. On devine que sa principale motivation dans un premier temps va être de faire tomber ce flic modèle qui a l'air bien trop propre sur lui. Bien qu'étant tous deux au service de la loi et l'ordre, on perçoit assez vite une forte animosité entre ces deux personnages. Mais bon voilà, entre-temps les affaires reprennent et Anderton est appelé au bureau pour une boule marron. Ah oui, alors, cette histoire de boule, c'est indispensable pour bien saisir la subtilité de la scène, donc soyez attentifs. Dans les bureaux de pré-crime, lorsqu'un meurtre est annoncé par les précogs, une boule taillée dans le bois apparaît désignant alors le coupable ainsi que la victime. Mais il y a deux sortes de boules. Il y a les boules marron, qui indiquent que le crime est prémédité, donc de sang-froid. Et surtout, il y a les boules rouges, qui désignent les crimes passionnels, non prémédités. Sauf que voilà, dans Minority Report, les précogs ne voient les crimes passionnels que quelques minutes avant qu'ils ne se produisent. L'enjeu pour la police lorsqu'une boule rouge est annoncée est de faire vite, car le temps est imparti. Retenez bien ça. Bref, alors qu'Anderton commence à explorer les projections mentales des précogs, il découvre avec effroi que patatras. L'auteur du crime n'est autre que lui-même. Ça c'est quand même le pitch du film, j'imagine que vous vous en souvenez. Pendant ce temps, Danny Whitworth, lui, se rend au domicile de John Anderton pour effectuer une fouille, et là, il trouve de la drogue. Bingo. Persuadé d'avoir trouvé ce qu'il lui fallait pour faire tomber son adversaire, il retourne au bureau pour coffrer Anderton. Ce dernier, convaincu de son innocence, stupéfait de se voir dans la peau d'un assassin, va immédiatement penser à un complot fomenté par Danny Whitworth pour couler sa carrière et le faire enfermer. Mais alors qu'il a à peine le temps de réaliser ce qui lui arrive... I like you, Chief. You've always been nice to me. I'll give you 2 minutes before I hit the alarm. Il se dirige alors vers l'ascenseur pour mettre les voiles tout en sachant que l'alarme de sécurité risque de se déclencher d'une seconde à l'autre. Et lorsqu'il se retrouve enfin dans l'ascenseur, il croise comme par hasard le père Danny, qui lui n'est absolument pas au courant qu'Anderton vient d'être désigné coupable d'un meurtre. Ce qui donne lieu à un dialogue absolument génial. You're in a lot of trouble, John. You set me up. I'll write the paranoia off to the whiff you were doping on all night. Easy. Easy. It seems I found a flaw. What are you gonna do? Possession alone will cost you 6 months. Not to mention your badge. I guess we won't be working together after all. Now put the gun down, John. I don't hear a red ball. Alors quand je parle de cette scène aux gens, généralement soit ils me disent qu'ils ne s'en souviennent plus, soit ils disent qu'ils n'avaient pas vraiment saisi l'enjeu de la scène, ce qui est quand même dommage. Parce que on est bien d'accord que cette scène repose sur un quiproquo, un malentendu. Lorsque Danny lui dit You're in a lot of trouble, John. Anderton, lui, pense évidemment aux projections des précogs. Ensuite, forcément, le ton monte, et Danny lui fait remarquer avec suffisance que de toute façon, s'il avait vraiment l'intention de tirer, une boule rouge serait annoncée par une alarme. Et je crois que ce que j'aime le plus dans cette scène, qui est un véritable bijou d'écriture, c'est le sourire de Colin Farrell qui s'efface lentement de son visage. Chaque fois que je vois cette scène, un sourire se dessine sur le mien. Tu captes immédiatement la seconde où Danny se dit « Merde, il va tirer ce con, je vais mourir maintenant ». Mais c'est irrésistible comme truc. Lorsque Spielberg nous place dans un univers de fiction qui répond à ses propres règles, l'écriture rivalise sans cesse d'ingéniosité et d'astuces qui sont inhérentes à la diégèse du film. Et cette scène en est un parfait exemple. C'est probablement ma scène préférée. Sans doute aussi parce qu'elle fait la part belle au personnage de Danny Whitworth, pour qui j'ai une affection toute particulière. Déjà parce que Colin Farrell c'est grave la classe, je crois qu'il serait temps de se le dire maintenant, mais aussi car c'est selon moi le personnage le plus intéressant du film. On a souvent tendance à penser que ce n'est qu'un antagoniste secondaire, la petite fouine du ministère dans l'ombre du véritable grand méchant, Lamar Burgess. Mais en réalité, c'est un personnage bien plus complexe. Car finalement, c'est lui qui lèvera le voile sur le véritable mystère de ce film. C'est lui qui fouille dans les souvenirs
souvenirs d'Agatha afin de trouver la faille, tel un cinéphile qui analyse la scène d'un film plan par plan. Bah oui, parce qu'on parle quand même d'une histoire où les protagonistes ont pour but de résoudre une enquête à partir de projections mentales sous forme d'images projetées sur un écran. Donc, si on commence à partir un peu loin, on pourrait s'imaginer que John Anderton, lui, serait le spectateur. Celui qui a vu la fin du film, qui ne l'a pas aimé et qui exige de voir le final cut. What happened? I don't know. What happened? Where's the rest of it? I guess that's all of it. Et Danny Whitwer, lui, serait le réalisateur, qui, ayant trouvé une fin alternative à son film à partir des images déjà tournées, décuplant alors les grilles de lecture, soumet la véritable fin à son producteur, qui lui répond... Sans doute pour éviter que son public ne réfléchisse trop. Hi, Daddy. Can we teach me how to run faster? Because all the kids in my class run faster than me. Look, keep your knees up. Like that. Like that. High. Like that. See, you're a natural runner. Gotta keep running. Gotta keep running. Will I be as fast as you someday? Oh, I think you'll beat me someday. I think you'll beat everyone someday. I gotta go. Bye. No, wait. You gotta give me a kiss.